Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler de BD aéronautique et c'est Bogdani, la nuit du spectre que j'ai acheté à la Fnac il y a quelques jours. Placement de produit, c'est pas fait exprès. Toujours est-il, je suis un énorme fan de Bogdani. Mais juste énorme, voilà, je les ai tous lus un minimum de 10 fois chaque, et je trouve les dessins superbes, et je vais vous expliquer un petit peu Bogdani, d'où ça vient, et nous allons prendre dans la nuit du spectre quelques planches, quelques pages, que je vais vous partager, et que nous allons analyser pour les débunker, pour échanger autour de la furtivité, autour des missiles infrarouges, autour de F-22 versus avions de 5e génération. Allez, c'est parti, sans transition aucune. Nous enchaînons directement et je vais vous parler un tout petit peu donc de d'où vient Bogdani. 1947, publié dans Spirou, c'était Charlier et Hubinon initialement qui ont créé ça. Nous sommes maintenant à 57 albums publiés par les éditions Dupuis en Belgique. Et il y a 3 personnages principaux dans Bogdani. Donc Bogdani, c'est lui, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas. Il y a ces 3 camarades ci présents. Il y a Bogdani, ici. Il y a Jerry Tumbler qui est là, et il y a Sonny Tucson, le petit jeune qui est là. Ils commencent en gros dans les BD leur formation, leur cursus lors de la Seconde Guerre mondiale avec Pearl Harbor, se retrouvent en Asie, font tous les conflits qui ont existé depuis. Bogdani est maintenant colonel, et ils sont pilotes de l'aéronaval, même s'ils ont des grades de l'Air Force et appartiennent officiellement à l'Air Force. Il s'agirait d'une petite erreur de scénario, de script au tout début, parce que entre l'Air Force, l'Army Air Corps, la Navy, c'était pas facile d'avoir des informations à l'époque. Et donc, initialement, ils ont eu des grades de l'Air Force et ils font donc partie de l'US Air Force, détachés la plupart du temps dans la Navy. Voilà ce que je pouvais vous dire. Les nouveaux, il y a différents artistes. Formeza, qui fait de magnifiques dessins. Je vous invite à le suivre même sur LinkedIn. Zumbiel, ancien pilote dans l'aéronaval, qui est au script, tout ça. Et sans vous en dire plus, moi j'adore vraiment les dessins, je suis complètement fan. Eh bien, on va commencer à regarder les premières planches. Et j'ai décidé de vous choisir cette planche ici. Alors oui, je vais pas vous faire toute l'histoire et tout, je suis pas là pour spoiler. Ça vous fera des trucs à lire à Noël. Je vous ai pris la page, que je vous dise pas de bêtises. On attaque au niveau de la page 29 dans celui-là. Et là, j'ai pris un petit zoom. Pourquoi? Parce que c'est très intéressant et c'est ce qui fait vraiment la force et le réalisme de Bogdani. C'est cette capacité à vous mettre des petits encadrés qui vous apprennent des choses sur l'aéronautique. Donc, si vous ne connaissez absolument rien à l'aviation, que ça vous intéresse, vous faites tous les albums de Bogdani et petite étape par petite étape, vous apprenez énormément sur l'aviation. Et là, dans ce petit cadre-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Bogdani est dans un F-22 Raptor, l'avion furtif américain qui n'a jamais été vendu à l'export, et qu'il dit qu'il met plein gaz et en super croisière. Plein gaz, ça veut dire puissance maximum, sans pour autant allumer les grosses flammes derrière l'avion, sans pour autant allumer la post-combustion. Et super croisière, ça veut dire vol supersonique sans ces grosses flammes, sans la post-combustion. Et comme c'est expliqué ici, eh bien ça permet tout simplement de voler à des vitesses supersoniques, la super cruise, la super croisière, voler à des vitesses supersoniques sans pour autant trop consommer avec les grosses flammes et sans pour autant faire une présence infrarouge qui vous fait détecter à des centaines de kilomètres. Donc là, on a un avion furtif, on va dire asiatique. Je vais pas vous spoiler tout ce qui se passe. Et donc c'est F-22 contre ce prototype et c'est assez intéressant. Donc là, on a appris un petit peu la Super Cruise. On voit les jumelles de vision nocturne. Chez Bogdani. Là, on a la pilote. Et oui, il y a de la féminisation dans Bogdani. On a la pilote du prototype asiatique qui est en vol. On voit une petite page ici assez intéressante et on voit 4 missiles en baie interne qui sont là. Et oui, pourquoi est-ce qu'on met des missiles en soute? Tout simplement pour réduire la signature radar, ce qu'on appelle la SER, la surface équivalente radar, ou la radar cross section, c'est RCS en anglais. Vous êtes obligé, quand vous avez un avion furtif, pour rester furtif, de tout cacher à l'intérieur. La furtivité de ces aéronefs est réfléchie pour la bande de radar X-ray, qui est le type d'onde radar émise par ces avions. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que le F-22 détecte l'arrivée de missiles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il décide de leurrer avec des leurres infrarouges. Et c'est là où il y a un tout petit point à dire sur le réalisme de cette scène.
Pourquoi? Parce que le leurre infrarouge, le flare comme on l'appelle, ça c'est une source de chaleur qui a pour objectif de venir faire décrocher l'autodirecteur infrarouge d'un missile qui était initialement accroché sur votre signature thermique et de faire de la séduction, de dire regarde là j'ai une source de chaleur encore plus intéressante, ça te plaît encore plus. C'est pour ça qu'on vient tirer ça. Or, les petits missiles que l'on voit ici, eh bien ce sont non pas des missiles infrarouges qu'on appelle Fox 2, et je vous renvoie vers ma série de vidéos sur, il y a 5 vidéos, toute une série sur tous les missiles pour tout comprendre. Ceux-là, ce sont, là c'est un PL-11, c'est marqué dessus, PL-11. PL-11 c'est l'équivalent du Sparrow, donc c'est du semi-actif, ce qui n'est pas du tout cohérent avec ce type d'avion. Là ici il y a marqué PL-10, mais physiquement ça ressemble à un PL-11. Donc qu'est-ce que ça veut dire, hein? Je vais vous parler français un petit peu. Ça veut dire que dans cette scène, on a un avion de chasse, un prototype de chasse furtif qui vient tirer des missiles qui devraient être des missiles électromagnétiques ou infrarouges. Et là, il tire des missiles semi-actifs, donc on va dire la première génération de missiles RR pas très efficaces, donc avec un petit souci là-dessus. Et on a la défense du F-22 qui va venir tirer des flares, qui va donc contre l'infrarouge, qui va même dans le slide d'après larguer, couper ses moteurs pour réduire sa signature infrarouge. Or, ça ne sert absolument à rien. Et comment le savoir? Regardez le bout des missiles. En regardant le bout des missiles, vous pouvez voir ce qu'il y a comme autodirecteur. Si le bout du missile n'a pas de senseur particulier, ce qu'on appelle un IR dôme, une sorte de petite bulle avec du saphir, avec un détecteur thermique, eh bien il est impossible pour le missile de se guider sur de la température. Donc à partir de là, c'est compliqué. Vous allez me dire, peut-être qu'on est dans la génération encore au-dessus, où en fait ces missiles-là sont guidés par l'avion tireur qui lui-même désigne la cible grâce à son système embarqué qu'on appelle le FLIR, ils en parlent un peu plus tard, Forward Looking Infrarouge. Donc non. Non, pourquoi? Parce que là, si c'est du PL10 et du PL11, enfin que là, ça ressemble pas du tout à du PL10, ce n'est pas possible. Mais voilà, ce que je voulais, c'était vous montrer un petit peu que c'est super bien fait, que c'est très intéressant, et que ce type de défense, face à un missile Fox 2 infrarouge, eh bien oui, c'est complètement cohérent. Seul petit incohérence, comme je vous ai dit, c'est vous voyez là, eh bien ça ressemble pas du tout à des senseurs IR, infrared, donc ça ne sert absolument à rien de couper votre moteur. D'ailleurs c'est fait dans le vol de l'intruder, ça ne sert absolument à rien de tirer ces leurres-là, ça ne compte pas. Donc voilà, ce que je peux vous dire d'autre qui est assez rigolo, et je vous renvoie vers la vidéo sur un territoire ennemi, c'est que les missiles ne poussent pas pendant des semaines, pendant des minutes entières. On est sur un temps de propulsion au niveau des missiles qui est quand même assez court, on parle de quelques secondes, donc souvent on voit dans les bandes dessinées ou autres de la traînée comme ça derrière, des flammes derrière les missiles. Dans la vraie vie, vous avez un gros boost, une énorme accélération initiale. Après sur les missiles plutôt on va dire russes ou chinois ça va pousser assez longtemps, mais on est dans quelques secondes, hein. On n'est vraiment pas sur du guidage pendant 40 secondes ou 50 secondes. Vous avez bien compris, je peux pas vous donner de chiffres. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Là c'est assez sympa, j'aime beaucoup ce slide. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on voit notre pilote de F-22 a une sorte de double système de JVN, comme ce que vous pouvez voir chez certaines forces spéciales, les Navy Seals, tout ça. En France, de mon temps, on utilisait juste 2 fois moins, en fait, c'était juste 2 tubes et non pas 4 tubes. L'avantage d'avoir 4 tubes, là, c'est que ça va vous donner un plus grand champ de vision. Si vous avez des jumelles de vision nocturne avec seulement 2 tubes comme ça, eh ben, vous n'allez pas vraiment voir ce qu'il y a sur les côtés, il faut beaucoup bouger la tête. Problématique de ça, et ce qui rend ça très complexe, c'est quoi? Ça va être le poids. Gros poids assumé au niveau du cou, mais vous gagnez beaucoup en vision périphérique, donc ça c'est très intéressant. Là, petit point intéressant, tir d'un missile vers l'arrière, les Russes l'ont déjà testé, c'est une très bonne idée en effet, ça peut beaucoup surprendre l'adversaire, et maintenant dire qu'il a plus de leurre, encore une fois, regardez, là on voit très bien l'avant, vous voyez bien que ça c'est du guidage électromagnétique, et non pas du guidage sur source de chaleur, donc là c'est vraiment du guidage EM, comme on dit, et problématique du guidage EM face à un avion furtif, c'est que le radar ici est tout petit, ça va être un radar en bande X-ray, et ce type d'aéronef, les avions furtifs, sont fabriqués spécialement pour ne pas être détectés ou détectés très difficilement par des radars X-ray.
À partir de là, personnellement, moi si je devais tirer sur un avion furtif, effectivement, je tirerais avec plutôt, je pense, de l'infrarouge. Enfin voilà, donc là on se retrouve avec l'avion qui est touché, une éjection, on voit bien l'éjection, Mayday, 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 hein, j'en parle dans une autre vidéo, c'est aidez-moi, Mayday, ça vient du français, mais c'est un terme aéronautique hein, très utilisé. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette petite scène de Bug Danny. L'idée c'était de vous faire découvrir, si vous ne connaissez pas encore, ces superbes dessins, c'est vraiment superbe. Comme je l'ai dit, moi une de mes passions pour l'aéronaval, hein, c'est vraiment venu grâce à Bug Danny. Je saurais pas vous dire combien de milliers d'heures, j'ai plus d'heures à lire du Bug Danny qu'à voler. Donc, et j'ai 2500 heures de vol. Donc c'est vraiment d'une richesse et des détails très très rares. Vous voyez par exemple là on voit il a au niveau de ses gants les doigts sont sortis. Enfin c'est vraiment superbe. Et on voit même la petite carte d'approche tout ça Nagasaki tout ça. Donc chaque détail est super bien pensé. Donc si vous ne connaissez pas encore, précipitez-vous. S'il y a des scènes en particulier dont vous voulez que je commente un petit peu le réalisme dans certaines BD, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de jeter un petit coup d'œil parce que là c'est bientôt les fêtes, faut savoir se faire plaisir. Allez, excellent week-end, on se retrouve ce dimanche et je vais vous proposer un petit commentaire du reportage qui a été filmé en 2009 sur la formation des pilotes de chasse dans lequel j'apparais et je vais vous parler un petit peu du behind the scene et de mon passage aux États-Unis. On se retrouve, ce sera à 13h45 dimanche. Allez, fly safe.